bonsoir à toutes et à tous. Avant de céder la parole à notre invité pour sa conférence, quelques mots d'accueil. D'abord, merci d'être venus si nombreux ce soir encore pour ce 4e rendez-vous de l'Agora des Savoirs organisé par la ville de Montpellier. Petit message de précaution, pensez à éteindre vos portables ou à les mettre sur vibreur, silencieux, enfin tout ce que vous voulez, tant que ça ne sonne pas. Et puis enfin, vous dire que c'est la dernière de cette année 2024, donc on se retrouvera le 8 janvier prochain avec à nouveau une historienne, Violaine Sébillot, historienne de la Grèce antique et historienne aussi des femmes, qui vient de diriger un ouvrage important, le premier volume d'une série de 4 tomes consacrés à l'histoire de l'Europe aux éditions Passé Composé. Mais je remercie tout de suite Jocelyne Dakia. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux de finir cette année en votre compagnie. Vous êtes historienne et anthropologue, directrice de recherche émérite à l'École des hautes études en sciences sociales et spécialiste de l'histoire politique du Maghreb et plus généralement de la Méditerranée. Et si vous êtes là ce soir, c'est à l'occasion de la publication aux éditions Anacarsis. J'en profite pour saluer Charles-Henri Lavielle, votre éditeur, d'avoir rendu aussi possible cette soirée, donc d'un maître ouvrage. On parle souvent de somme, cette fois-ci je pense que le terme n'est pas usurpé. Ce livre qui est devant vous, que je ne vais d'ailleurs pas essayer de soulever pour le moment, Harem et Sultan, un très très beau coffret de 3 volumes, Harem et Sultan, genre et despotisme au Maroc et ailleurs, pour citer le sous-titre, du 14e au 20e siècle, je crois. Voilà. Donc, je vous laisse tout de suite la parole et puis ensuite, on pourra évidemment avoir une conversation avec vous et les micros qui se baladeront et qui viendront jusqu'à vous. Merci beaucoup. Bonsoir, merci à l'Agora des Savoirs, merci pour cette invitation. Donc ce livre est l'aboutissement d'un long travail et je suis très heureuse qu'il soit enfin paru. Je remercie les éditions Anacarsis pour leur confiance et je suis heureuse de pouvoir vous présenter l'ouvrage dans les toutes premières semaines et tout premiers jours en fait de sa parution. Comme il n'est pas possible de tout résumer de ces 3 volumes, j'ai retenu un fil conducteur qui synthétise l'idée maîtresse qui me guide dans ce livre, une idée a priori paradoxale. Il s'agit en effet de considérer le harem comme une structure potentiellement ouverte au lieu de le tenir pour une structure toujours fermée, coupée du monde. Le propre de la recherche, c'est de pouvoir reconsidérer les choses, de pouvoir faire un pas de côté, d'éclairer la réalité sous un angle nouveau. Et ce n'est donc pas par goût du paradoxe que je construis cette proposition, mais réellement pour tenter de voir l'histoire autrement, pour ouvrir résolument d'autres perspectives, si possible, et d'autres perspectives qui soient utiles pour le présent. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, lorsque nous pensons aujourd'hui au harem, voici ce que nous avons à l'esprit, inévitablement. J'ai choisi ici un tableau de Benjamin Constant, un peintre orientaliste du Maroc, mon terrain étant principalement marocain. Et ce tableau est emblématique de tout notre imaginaire sur les harems, où vous trouverez donc l'atmosphère languide, la femme allongée. Le peintre reproduit une image hyper sexualisée, hyper érotisée du harem, avec également un enjeu racial qui est fréquent dans ces tableaux, avec une tension visuelle entre le blanc et le noir, ici l'homme noir, et la femme blanche. J'irais même jusqu'à dire qu'une animalisation diffuse est suggérée, avec la peau de bête, avec la fourrure, qui est aussi un élément très banal dans ces compositions, et le côté sauvage et animal, et surtout on est dans une scène d'intérieur fermé avec la lumière qui pénètre par une petite fenêtre, ou pardon, je me suis trompée, avec une petite fenêtre en haut à droite, vous voyez le coin supérieur droit. Notre imagerie du harem aujourd'hui, donc, elle nous vient de cette iconographie du 19e siècle, sédentarité, oisiveté, érotisme, et c'est un monde statique où le temps semble s'arrêter, un univers en quelque sorte hors du monde.
Dans le même temps, les grands harems ont toujours évoqué aussi des histoires de pouvoir. Pouvoir des hommes sur les femmes, bien sûr, mais aussi pouvoir de certaines femmes sur d'autres, pouvoir des femmes blanches sur les esclaves. On le voit dans ce tableau, par exemple, que j'ai repris pour le tome 3, Alfred de Hodenc, qui représente une mariée juive et sa servante ou son esclave noir. Donc il y a une hiérarchie sociale ou raciale entre les femmes qui est souvent affichée dans cette iconographie, et donc du pouvoir. Mais les grands harems sont d'abord et surtout un attribut des grands monarques, des sultans ou des califes, si bien qu'ils renvoient aussi à des enjeux proprement politiques. Les grandes capitalisations de femmes, la constitution de grands gynécées, ça va définir par excellence les grands monarques, les grands potentats, aussi bien dans le monde islamique que dans la Chine impériale, par exemple, il y a des structures très semblables. Et là, nous avons tout de suite en tête une masse plus ou moins indistincte de femmes, voire une sorte de mêlée confuse des femmes. Notre imaginaire du harem, il nous renvoie aussi banalement à l'idée de femmes qui vont se détacher du lot, qui vont s'élever au-dessus des autres, acquérir du pouvoir par effraction, par ruse, on dirait aujourd'hui par agency. Pensez à l'histoire de Scheherazade dans Les Mille et Une Nuits, Scheherazade qui ruse avec le despote et qui va l'apprivoiser. C'est le motif de la femme qui est plus audacieuse que les autres, plus capable, qui va agir pour le bien de toutes, qui va les sauver. C'est une version positive de la femme puissante en quelque sorte. Mais il y a aussi une légende noire des femmes puissantes en politique, avec le motif de l'ingérence féminine dans les affaires publiques. Le couple de Soliman le Magnifique et sa favorite Roxane dans l'Empire ottoman, par exemple, pour ses contemporains, Roxane a été par excellence la mauvaise femme qui allait s'insinuer dans les affaires publiques et mettre la main sur le politique. À l'époque moderne, ce que les historiens appellent l'époque moderne, c'est-à-dire les périodes du XVIe au XVIIIe siècle, l'Europe, c'est bien connu, a voué l'Orient au despotisme. En écho à ses propres démons absolutistes, elle a érigé un modèle d'altérité politique défini par un pouvoir toujours prédateur, toujours coercitif, oppresseur, et en même temps toujours sédentaire, tapis dans l'ombre. Et ça, c'est quelque chose qui vient en fait c'est un motif qui est déjà présent dans l'Antiquité grecque, c'est l'idée du grand roi de Perse qui, depuis son palais, esclavagise ses sujets par opposition aux Grecs qui sont des hommes libres. À l'époque moderne, c'est plutôt l'Empire turc qui s'est retrouvé au cœur de cette nouvelle conception despotique de l'Europe. Mais il y avait des variantes, et le Maroc, notamment, qui est un Orient paradoxal, a constitué, comme je le rappelle dans le livre, une de ces modalités spécifiques du despotisme, avec une version sous le signe de l'Afrique notamment, et une version que nous avons partiellement perdue de vue. Or, ces schémas despotiques mobilisaient toujours d'une manière ou d'une autre la question des femmes. Tant les diplomates que les commerçants ou les artisans européens qui se rendaient en Turquie, en Perse ou au Maroc, à l'époque, popularisaient l'idée d'une ingérence féminine dans le politique, avec l'idée de complot d'alcôve, de révolution de palais fomentée par les femmes et les eunuques. Tout ça aurait été un trait constitutif des sociétés islamiques et une cause de fragilité politique, une cause d'instabilité structurelle du pouvoir, toujours jouée à huis clos. Et c'est pourquoi dans cette période on parlait de sérail pour désigner ce que nous appelons aujourd'hui de manière générique un harem. Le terme sérail définissait à la fois le palais, d'ailleurs on dit encore aujourd'hui un homme du sérail, et il définissait aussi l'ensemble des femmes du palais, et ça montrait bien une continuité entre hommes et femmes et une continuité politique. Et le tome 2 de ce livre s'intitule « Le temps des sérails » pour cette raison. Alors, qui étaient ces femmes qui auraient intrigué
dans l'ombre, qui étaient ses favorites, qui n'auraient disposé que de leur charme pour avoir du pouvoir. Où est le mythe? Où est la réalité? Ces questions sont en plein renouvellement à l'heure actuelle dans la recherche historique. Depuis un quart de siècle, l'étude des femmes musulmanes et des harems à travers l'histoire a donné lieu à des études importantes, nombreuses, tout comme l'histoire de la sexualité d'ailleurs sur un autre plan. Il y a eu un livre majeur notamment que je voudrais vous citer, un livre de l'historienne américaine Leslie Pierce sur le cas du harem ottoman qui est paru en 1993. Cette historienne a vraiment ouvert un champ d'études nouveau. Et depuis ce livre, plusieurs publications scientifiques ont paru sur ces sujets avec, en règle générale, un cadre dynastique assez classique qui était maintenu. Alors, on a eu des études sur les Fatimides, sur les Nasrides de Grenade pour les périodes médiévales, sur les Séfévides ou les Moghols pour les périodes modernes, en plus des Ottomans, ou sur le royaume du Kano au Nigeria, plus près de nous, au 19e siècle. Il ne faut pas oublier l'Afrique subsaharienne. Et donc, à partir de contextes très différents, toutes ces enquêtes historiques voulaient déconstruire les clichés et mettre en lumière une véritable actorialité féminine dans l'État. C'est-à-dire que pour dissiper les clichés orientalistes, il y a même eu une tendance à désexualiser systématiquement les approches. Par réaction, donc, on s'est mis à insister sur une logique politique de l'institution, sur l'ordre, la rigueur, voire l'austérité de son fonctionnement. C'était un peu les femmes comme à la caserne. Le plus souvent, il s'agissait de femmes historiennes, donc qui entreprenaient de manière parfois inconsciente, je pense, une réhabilitation en quelque sorte morale de ce rouage féminin du palais et qui tendait de ce fait à évacuer la sexualité. Leslie Pierce, par exemple, ne parle quasiment de sexualité que pour évoquer la question de la reproduction et du contrôle des naissances. Donc on évacue l'idée d'une masse de femmes qui seraient principalement destinées à satisfaire les besoins sexuels de leur maître. Ou alors, ces études récentes vont mettre l'accent sur d'autres affects que les affects érotiques, l'appétit féminin de pouvoir, les stratégies d'enrichissement, un clientélisme des femmes. Et donc, finalement, on a réhabilité le harem sultanien ou impérial dans ce cadre comme un rouage de l'État, au lieu d'y voir comme autrefois une institution parasitant l'État et amenant à un affaiblissement ou à un désordre. Par exemple, on met l'accent désormais sur le mécénat féminin et sur la façon dont ce mécénat contribue à rendre une dynastie populaire, manifeste aussi une capacité économique et politique des femmes. Dans la plupart des cas, ce qui n'est pas remis en cause, ce qui n'est pas remis en question, c'est le principe d'un espace clos, c'est le principe d'un confinement des femmes du gynécée. Pour l'exprimer de manière schématique, on rencontre souvent des métaphores de l'école, par exemple, ou du pensionnat, qui vont s'ajouter aux métaphores plus anciennes de la clôture, qui émaillaient les relations européennes, le couvent, la prison, ça c'est à l'époque de Montesquieu. On rencontrait même des comparaisons explicites avec les maisons closes ou les bordels pour évoquer des périodes de déliquescence morale ou politique. Mais qu'il s'agisse de perspectives anciennes ou récentes, qu'on en parle de manière positive ou négative, ce qui relève presque toujours d'une évidence, c'est l'espace clos, c'est l'enfermement des femmes royales et leur sédentarité, et c'est précisément cela que je voudrais discuter ici. C'est ce point que j'ai tenté de remettre en question au premier chef dans ce livre, et ça va être mon fil conducteur dans cette présentation pour vous montrer que, contrairement à ce que nous pensons spontanément, les grands gynécées pouvaient être ouverts sur le monde extérieur. Ils pouvaient être en interaction constante avec le monde extérieur, à la fois par la porosité et par le mouvement. Il y avait des allées et venues constantes, des hommes, des femmes, entraient et sortaient en permanence, et toutes les nouvelles de la ville, du pays ou de plus loin même entraient et sortaient aussi. Et donc, j'entends ouvert au sens de poreux, aussi bien qu'au sens de mobile.
ce n'était pas une vie de sédentarité et de statisme, au moins pour une grande partie des femmes concernées, ni une vie coupée du monde, ni même une vie coupée du genre masculin. Alors, c'est quoi un harem? On dit toujours, ça vient de la racine harama, qui renvoie au sacré ou au privé. D'accord, mais qui l'emploie ce terme? Qui l'employait et dans quel sens? Le sens que nous attribuons à ce vocable aujourd'hui renvoie à deux significations au moins. On peut parler d'un lieu réservé au sein d'un palais, un espace enserré au sein d'une structure palatine ou d'un espace domestique. Et sur un autre plan, ce que nous appelons harem, c'est un groupe de femmes au sein d'une maison ou d'une famille, un groupe de femmes qui comprennent aussi bien les partenaires sexuels d'un maître de maison que ses parentes, mères, sœurs, tantes, etc. Donc c'est l'idée de la société ségrégée au regard du genre, les femmes étant cantonnées à un espace privé. Le problème, c'est que bien souvent, une immersion dans la documentation historique amène à contredire ce présupposé d'un cloisonnement strict et d'une séparation principielle des hommes et des femmes, ou en tout cas à beaucoup le nuancer. Le point de départ de ma réflexion, c'est une image qui s'est imprimée en moi à la lecture des mémoires d'un captif français au Maroc au XVIIe siècle, Germain Mouette. C'est ce livre. En 1683, donc, Mouette a publié ses mémoires et une histoire du Maroc. Il y mentionne un épisode chahuté, une transition politique difficile. Après la mort du sultan Moulay Rachid en 1672, le nouveau sultan rencontre des difficultés pour s'imposer. Il est concurrencé par un neveu notamment. Et donc, comme souvent, l'interrègne, la transition politique s'accompagne de guerres internes. Au cours d'une de ces péripéties, raconte Germain Mouette, Moulay Ismaïl est mis en déroute et il doit s'enfuir dans les montagnes de Marrakech en pleine nuit, sous la neige, avec femme et enfants à pied. Et l'une de ces femmes, qui fait une chute dans la neige, est perdue, corps et biens, personne ne la retrouve, elle est abandonnée. Et c'est cet accident tragique qui a été mon fil directeur, cette absence incongrue, si insolite pour nous, de femmes d'un harem sultanien, à pied, au cœur des combats, puis au cœur d'une retraite forcée dans la neige, en pleine nuit dans les montagnes. C'est si loin du confort supposé des palais et de leur sécurité que ça nous amène à reconfigurer toute notre perception du harem et même du système politique plus généralement. C'est cet épisode en tout cas qui m'a déterminé à aller y voir de plus près, tellement il était antinomique de nos a priori, et c'est cette image mentale qui a conservé mon énergie exploratoire. La première chose à noter, c'est que parmi les dizaines ou même les centaines de femmes qui étaient alors attribuées à Moulay Ismaïl, la perte d'une seule de ces femmes est pu compter au point d'être relayée par une chronique, au point d'être restée dans les annales. Et cette vie comptait par conséquent. Nous savons d'ailleurs que la relation de Germain Mouette lui a été directement inspirée, peut-être dictée, par son maître et ami marocain, c'est-à-dire qu'il s'agissait en fait d'une chronique à deux mains, à peu près coécrite avec un lettré marocain et avec une information locale. Nous ne connaissons ni l'identité ni le statut de cette femme. Vraisemblablement, elle n'était pas l'une des principales épouses ou parentes du sultan pour être restée anonyme. Et pour autant, il s'agissait d'une vie qui avait son importance, en rupture avec l'idée reçue d'un ensemble de femmes plus ou moins interchangeables, substituables. Une de plus, une de moins n'aurait pas fait de différence. Donc cette simple vie comptait. Une manière de résoudre historiographiquement cette énigme, si le mot énigme n'est pas trop fort, consisterait à voir dans cette équipée nocturne précisément un accident, une rupture du cours normal des choses, une guerre, une fuite, des épisodes de crise qui détruisent la sécurité normale des harems. Sauf que de tels épisodes apparaissent récurrents. Chaque transition dynastique, ou presque, donnait lieu à des conflits de cette nature, et chaque fois, des femmes vivaient ces affrontements sur le terrain, elles étaient présentes et dans le mouvement.
avec des hommes, aux côtés des hommes. Au début du XVIIe siècle, par exemple, toujours au Maroc, le sultan Moulay Zidane, dans des circonstances semblables de contestation par un rival, avait dû s'enfuir. On sait qu'il avait embarqué sur un bateau toute sa bibliothèque, sur un navire français pour la mettre à l'abri, et que ces milliers de livres ne lui ont pas été restitués. Ils se sont retrouvés à l'Escorial en Espagne. On sait moins qu'il avait embarqué aussi sur un bateau au même moment, heureusement sur un autre bateau, 200 femmes qui, elles, sont arrivées à bon port. Un autre prince, à la fin du XVIIIe siècle, a embarqué 220 femmes sur un bateau pour fuir des troubles politiques. Et à cause d'une tempête, le bateau s'est retrouvé à Madère et il a fini par arriver à Lisbonne. Les femmes ont été reçues à la cour portugaise, donc un harem marocain était arrimé dans le port de Lisbonne. Même quand ce sont des circonstances exceptionnelles et de rupture qui expliquent ces déplacements féminins, les sorties en masse des harems, en réalité, n'étaient pas du tout accidentelles ou exceptionnelles. Il s'agissait au contraire de phénomènes structurels et courants. Et il nous faut reconsidérer en réalité l'ensemble d'une histoire sociale et politique qui est à replacer sous le signe du mouvement. Parce que nous avons aujourd'hui une image qui est généralement très figée des sociétés islamiques en général et de leurs gouvernants en particulier. A priori, on ne se les représente pas comme des sociétés mobiles, mais plutôt comme des sociétés qui ne bougent pas. Et pourtant, le pouvoir politique au Maghreb s'est inscrit historiquement dans une grande tradition de mobilité et d'itinérance, comme les pouvoirs monarchiques européens de l'époque moderne. D'ailleurs, pensez à la France des Valois, la cour restait très gyrovague. De la même façon, et peut-être même davantage, toute la tradition royale du Maroc et des États voisins était sous le signe d'une grande mobilité. Les sultans devaient parcourir en personne les territoires qu'ils contrôlaient et ils entreprenaient de réaffirmer leur présence, soit par la force, soit en renégociant sans arrêt leurs alliances sur le terrain. Ainsi que le répétaient les chroniqueurs, un bon sultan devait parcourir son royaume sur son cheval, il devait aller à la rencontre de ses sujets, écouter en personne leurs doléances ou les ramener à l'ordre. Le maintien au pouvoir reposait aussi, de manière corrélative, sur un système d'épreuves permanent finalement, sur un système de compétition permanent, avec une remise en jeu régulière ou enfin récurrente du trône, où le meilleur compétiteur gagnait. Pour qu'un homme s'impose à la tête de l'État, ou même d'une simple principauté, il devait faire ses preuves, soit les armes à la main, soit en obtenant des suffrages dans le pays, des ralliements. Et ce que nous qualifions aujourd'hui d'instabilité était en réalité un système assez électif, voire, pour jouer un peu la provocation, un système non exempt de démocratie. En effet, lorsqu'un sultan mourait, par exemple, cas de figure, je ne parle pas de quand il était renversé, mais même quand il mourait, ça ouvrait tout de suite une période de désordre, de crise, parce que les sujets étaient partie prenante qu'ils pouvaient vouloir rebattre les cartes. Ils allaient eux-mêmes encourager un compétiteur ou négocier à nouveau frais leur allégeance. D'où la récurrence de situations de disputes pour le pouvoir qui n'étaient pas accidentelles mais structurelles et je dirais même attendues parce que différents acteurs faisaient bouger les lignes. Et donc tous les gouvernants devaient sillonner leur province et faire campagne littéralement. Il y avait là un versant coercitif aussi bien que pacifique de ces expéditions. Et très banalement, des femmes suivaient ces expéditions, participaient de ce mouvement. Une partie des femmes au moins de ces gouvernants ou aspirants gouvernants se mettaient en route avec eux. Et nous avons perdu de vue l'importance de ces circulations féminines, circulation élitaire aussi bien que circulation féminine plus ordinaire, si j'ose dire. Et il y a là pour nous quelque chose d'assez contre-intuitif, assurément. Alors, Germain Mouette, encore lui, a décrit ces pratiques. Il évoque les femmes protégées par un palanquin. Les femmes protégées par un palanquin qui voyagent donc
sur leur monture et qui sont envoyées au palais lorsqu'elles tombent enceintes. Regardons des images de l'époque de ces pratiques d'itinérance féminine. Cette image, par exemple, empruntée à Jean Moquet au XVIIe siècle, on voit les femmes par transparence sous les palanquins et l'escorte masculine derrière. Vous constatez qu'il y a des montagnes assez difficiles, escarpées, un paysage un peu difficile, qu'on retrouve dans la seconde image. Là encore, on voit bien les gardes armés à proximité des femmes. Et donc cette avancée dans un paysage relativement désert et hostile. Une autre image nous donne une idée encore plus concrète de ces déplacements. Donc là, on voit bien les femmes à la fenêtre des palanquins ou par transparence. Et les hommes qui les accompagnent, c'est une troupe de bédouins. Je pense que ce sont des bédouins parce qu'il y a un côté un peu primitiviste de ces troupes ralliées. Ils sont à moitié nus. Et donc voilà, c'est l'image que se faisaient ou que donnaient plutôt les témoins européens de cette époque. Alors, travailler sur ces images, pour moi, c'est très important parce que ça permet de construire une iconographie contemporaine d'abord, donc illustrer le XVIIe siècle par des images du XVIIe siècle, mais aussi trouver une alternative à l'orientalisme. Or, souvent, on va illustrer n'importe quelle période de l'histoire médiévale par des tableaux orientalistes, et ça particulièrement quand il s'agit du Maghreb, parce que au Maghreb, il y a une tradition aniconique, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette tradition de la miniature persane qu'on peut trouver, ou de la miniature ottomane, ou de la miniature moghole, qui illustre la vie des rois avec leurs cours, avec leurs ministres, etc. C'est une tradition sans image figurative, et donc de cette manière, il y a une tendance systématique à aller plaquer des images du XIXe siècle, ce qui a pour effet de culturaliser beaucoup et de déshistoriciser toute cette histoire. C'est l'idée qu'il s'agit d'un monde culturellement intangible et que tout ça renvoie à des faits de culture donc transpériode. Et là, on a bien des traditions culturelles, mais qu'on peut réinscrire dans une histoire. Et pour vous le montrer, j'ai aussi des images beaucoup plus récentes, donc du XIXe siècle. Celle-ci, par exemple, c'est une gravure par un illustrateur britannique, Caton Woodville, qui représente le camp d'une des femmes du harem. Et donc vous voyez qu'il y a des gardes armés qui en défendent l'accès. Ces gardes ne sont pas des eunuques parce que on voit assez clairement qu'ils portent une barbe. Donc les eunuques n'étant pas barbus, ce ne sont pas des eunuques. Et vous constatez aussi un terrain très rocailleux, très rocheux, ce qui laisse entendre que les conditions de confort ne sont pas idéales. Autre image plus parlante aussi, puisque là on voit des femmes au cours de leur chevauchée. On ne sait pas à quel ensemble de la colonne des femmes on a affaire. J'ai tendance à penser qu'il s'agit ici de servantes ou de suivantes, enfin, et non pas des femmes principales, parce qu'elles ont toutes le visage découvert. On note aussi qu'elles montent à califourchon, sauf une qui monte en Amazone sur la droite. Et ces images, moi je les trouve tout à fait passionnantes parce qu'elles amènent à se poser des tas de questions. Ça suppose des techniques du corps, ça suppose un apprentissage de la monte. On peut même se demander si elles ont les jambes arquées. Il y a des tas de questions qu'on peut se poser. Il y a une femme qui tient devant elle un enfant sur le coin à gauche, donc ça soulève aussi la question des enfants dont on ne parle jamais quand on évoque les harems. Et vous avez là une photographie, cette fois, qui représente de la même façon
une marche du harem, et le personnage en bas à droite, qui est en tête, accompagné d'un eunuque cette fois, serait la mère du sultan Moulay Abdelaziz, soit dans les toutes dernières années du 19e siècle, soit dans les toutes premières années du 20e siècle. Toujours pour poursuivre avec cette iconographie, là nous avons une carte postale d'un harem sultanien qui se rend donc, comme vous le voyez, de Rabat à Casablanca. Les femmes sont en train de traverser un oued. Donc la forme carte postale nous laisse entendre que ce sont des images qui ont été très répandues, et tant la photographie que la gravure que je viens de montrer étaient publiées dans des revues grand public, des magazines d'information géopolitique. Et encore une autre carte postale qui a été reproduite dans plusieurs pays d'ailleurs, puisqu'on a parlé de bateaux. Là, vous avez un harem de grands ministres qui s'apprête à embarquer donc pour Mazagan. C'est une photo qui a été beaucoup reproduite, et j'ai pris un autre cliché qui, lui, n'a pas été reproduit en carte postale, parce qu'on voit clairement à l'arrière, fermant la marche, les eunuques qui donc gardent les arrières des femmes. Et donc, ces photos, je pense qu'elles constituent une alternative, évidemment, à l'orientalisme, mais ce qui est important, c'est que si c'est reproduit en carte postale, ça veut dire que c'était populaire, ça veut dire que ces images ont été diffusées. Or, nous les avons perdues de vue. Et donc, il y a eu une forme de décantation depuis, c'est-à-dire que notre perception à nous du harem s'est finalement rétractée et s'est resserrée sur un monde, justement, un monde confiné, un monde domestique, alors que pour les gens du début du XXe siècle, ce n'était pas nécessairement ou absolument le cas. Alors, on pense généralement aux eunuques, donc j'ai montré des photos d'eunuques, on pense généralement aux eunuques comme intermédiaires pour les femmes confinées, mais on voit bien dans la documentation qu'ils n'étaient pas les seuls à entrer et sortir des appartements privés, d'abord parce que d'autres hommes y pénétraient, des parents masculins, des femmes, leurs pères, éventuellement leurs frères, des pages, des intendants juifs, des professeurs, des captifs chrétiens y pénétraient, mais surtout des femmes au service d'autres femmes allaient et venaient. Allaient et venaient. Et il y a lieu de revoir à la hausse l'ensemble de ces circulations, tant dans les périodes de circulation du camp que dans les séjours au palais. Le harem, au sens d'espace ségrégué, il y a un point qui est difficile pour nous à saisir aujourd'hui, c'est que c'était une structure d'élite. Seules les femmes de haut statut social étaient strictement confinées. En réalité, c'était un privilège social. Et avec ça, nous avons du mal, c'est contre-intuitif, parce que dans notre perspective, l'enfermement domestique, c'est une privation absolue de liberté, c'est une coercition, donc ça ne peut pas renvoyer à un privilège. Mais d'une certaine façon, c'est un peu comme de rappeler que le corset en Europe, c'était un privilège social, c'était un vêtement oppressif au sens propre, mais toutes les femmes ne portaient pas de corset. Les femmes au travail n'en portaient pas, elles n'auraient pas pu travailler. Les domestiques n'en portaient pas, elles lassaient celui de leur maîtresse. Et donc cette contrainte signait un privilège social, le fait justement de ne pas avoir à travailler et d'être dans une forme de contrainte sociale. Dans la logique de ces époques, c'était un peu pareil, ne pas sortir, ne pas s'exposer au regard, c'était aussi une marque de statut. Ça voulait dire qu'on avait du prix social. Or, pour qu'une femme de haute condition puisse être préservée de tout contact visuel extérieur, il fallait que d'autres femmes s'exposent au contraire. Il fallait que d'autres femmes aillent porter ses messages, aillent lui faire ses commissions, lui servent de voix et de jambes en quelque sorte.
Et donc, dans un harem princier ou même simplement patricien, et c'était ces structures-là qui attiraient tous les regards, pour une femme confinée, il fallait imaginer au moins une dizaine de servantes, d'esclaves, de dames de compagnie, etc., qui, elles, devaient constamment aller et venir à son service et qui allaient régler toutes sortes d'affaires, y compris auprès des hommes de la cour ou à l'extérieur. Et donc, il faut prendre toute la mesure aussi de ces circulations subalternes et des circulations de toutes les femmes et non pas considérer le genre féminin comme une catégorie unique et homogène, ni considérer les manières d'être femme comme homogènes. C'était un monde social stratifié et les personnages féminins subalternes avaient un tout autre rapport à l'espace public que leur maîtresse. Autrement dit, que ce soit par l'entremise des eunuques, des intendants ou par celui de ce personnel féminin, le retranchement social, l'invisibilisation physique de certaines femmes n'était pas synonyme de néant social, loin s'en faut. Certaines dames influentes de la maison régnante étaient sollicitées aussi, par exemple, par des notables pour qu'elles facilitent leurs affaires, pour qu'elles leur obtiennent une audience, et pour ces services, elles étaient remerciées, elles étaient gratifiées de cadeaux, de commissions. Mais ces hommes pouvaient très bien ne jamais les voir, au mieux derrière un rideau ou derrière une porte. Tout ça passait généralement, je viens de le dire, par des intermédiaires ou par des messages écrits, pour celles qui savaient lire et écrire, ou elles avaient des secrétaires, et certains de ces messages nous sont parvenus. Il y avait donc une capacité sociale et politique à tout niveau, des femmes dites par nous aujourd'hui femmes de harem, tant à un niveau subalterne qu'au niveau d'une classe proprement dirigeante. Et même, j'insiste, les femmes les plus considérables étaient susceptibles de sortir du palais dans ces équipées du harem mobile. Alors, la notion de brassage social est importante quand on évoque ces réalités. Brassage social et toutes les conditions sociales pouvaient être représentées dans ces grands gynécées. De manière plus générale, l'affirmation, la montée d'un pouvoir sultanien allait souvent de pair avec une augmentation du nombre des femmes. Et ça se faisait justement au fil des expéditions dans les différentes régions, les différentes villes du pays. C'est un processus qui est bien visible, par exemple, dans l'affirmation de la dynastie alaouite, spécialement au milieu du XVIIe siècle, mais je le montre aussi, par exemple, pour les périodes médiévales. Les deux monarques marocains les plus marquants de cette période, mais aussi dans l'historiographie marocaine, sont Moulay Rachid, qu'on voit ici à l'image, et surtout Moulay Ismaïl, son prédécesseur, que j'ai évoqué à propos de la femme perdue dans la neige. Moulay Ismaïl a passé plus de 50 ans sur le trône, de 1672 à 1727, donc c'était un contemporain de Louis XIV, et on lui a prêté jusqu'à 8000 femmes. C'est le chiffre d'un témoin anglais, Thomas Pellow. On a parlé également de 1200 enfants. En tout cas, son sérail est devenu proverbial en Europe. Le nombre extravagant de ces femmes a été repris par Montesquieu, repris par Voltaire. En fait, de manière structurelle, il y avait une corrélation entre une construction étatique ou le renforcement de l'État et un processus d'accumulation des femmes royales. Tout déplacement d'un camp sultanien, toute expédition sultanienne donnait lieu concrètement à un apport de femmes. Des femmes étaient données en hommage. Elles étaient données au nom d'une alliance, pour sceller une alliance ou pour la renouveler. Elles étaient raptées en route, elles étaient volées. Des femmes étaient achetées. D'une manière ou d'une autre, le nombre des nouvelles entrantes augmentait. Qu'il s'agisse de femmes épousées ou de simples concubines, d'esclaves, de servantes, de petites filles,
Alors, des hommes, des garçons étaient aussi donnés dans les mêmes circonstances, dans les mêmes conditions, et il ne faut pas l'oublier. Ils étaient donnés parfois par la contrainte et parfois de manière plus spontanée, dans l'espoir qu'ils fassent une carrière, qu'ils aient une bonne situation auprès d'un grand patron. Il ne faut pas oublier que ces flux étaient symétriques et on pourrait pousser le parallèle, y compris en termes d'exploitation sexuelle de ces jeunes hommes. Mais nous nous concentrons ici sur le versant féminin de ces flux sans perdre de vue la question des hommes. Et donc, toutes ces nouvelles entrantes ralliaient la colonne du sultan ou de son représentant, et des femmes accueillaient les nouvelles femmes dans les tentes réservées aux femmes. Germain Mouette, pour suivre encore son témoignage, atteste ces dons de femmes ou de filles en hommage au gouvernant. Il explique donc que pour se faire bien voir, on donnait des femmes, de manière d'ailleurs plus ou moins temporaire. Le contrat était clair. On donnait une femme en escomptant des privilèges pour se faire bien voir, et celle-ci, idéalement, si elle se débrouillait bien, allait pouvoir soutenir son groupe d'origine de l'intérieur du harem, allait pouvoir servir ses intérêts. Et tout déplacement dans le pays ou aux marges du royaume allait augmenter le harem, ou ce que par convention nous appelons le harem. C'est un processus quasi mécanique d'addition. Plus le sultan régnait et se remuait, et plus il recevait de femmes, d'où le croît exponentiel d'un Moulay Ismaïl qui a régné 50 ans. Ce cumul valait aussi dans des situations de précarité politique, c'est-à-dire qu'un gouvernant qui se retrouvait en difficulté allait chercher des alliances, et donc automatiquement il y avait un échange de femmes à la clé. Et quand je parle d'alliance, on pouvait donner au sultan une veuve de 40 ans qui avait déjà été mariée 3 fois. Ce qui comptait d'abord, c'était l'alliance. Alors, il y avait aussi, bien sûr, des logiques de prestige, et il est évident que les critères de beauté comptaient aussi. Ces gens de pouvoir cherchaient aussi à rassembler autour d'eux les femmes les plus belles ou réputées belles, des femmes libres comme des esclaves. Les courtisans offraient souvent des esclaves. Ibn Khaldoun, par exemple, raconte que sa famille avait offert une esclave de grand prix au sultan mérinide. Et donc, les dirigeants politiques prétendaient collectionner les plus belles femmes ou les plus beaux jeunes gens également. Des concubines de prix, comme les Abyssines, qui coûtaient très cher, pouvaient les accompagner en voyage, même si le bon peuple ne les voyait pas. Le fait de les savoir présentes procurait du prestige. En règle générale, et je n'ai pas beaucoup le temps ici de développer ce point, on pourra y revenir dans les questions, tous les types de beauté ou tous les types de femmes étaient valorisés. Il y avait une sorte de logique de la collection des beautés du monde dans leur diversité, ce qui ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas de préférence de tel ou tel pour tel ou tel type de femmes, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il n'y avait pas, en tout cas, de valorisation systématique de la beauté de la femme blanche ou de la beauté de l'européenne. D'autres femmes qui n'appartenaient pas à la sphère royale, disons, se ralliaient à la colonne. Il s'agissait de marchandes, de paysannes qui venaient vendre leurs produits, de prostituées, de cantinières. Et sans exclusive de ces métiers, il y avait des femmes des tribus ralliées, des tribus enrôlées comme auxiliaires sur telle ou telle portion de territoire. Les grands camps itinérants étaient vraiment comme des villes en mouvement le temps de leur séjour dans une région. Et donc, il y avait aussi des mariages qui se concluaient par ces brassages et toutes sortes de transactions sexuelles, bien sûr. À propos de ces processus agrégatifs, il est juste de noter que toute entrée au harem n'était pas définitive. Ça, c'est un point fondamental. On a tendance à penser qu'il s'agissait d'intégration
sans retour possible. Mais lorsqu'une femme n'avait pas eu d'enfant, et beaucoup d'entre elles n'étaient pas même approchées par le sultan, certaines, il les avait à peine regardées, elles pouvaient être redonnées par lui à des officiers du palais, à de simples soldats ou encore à des notables qu'il voulait honorer, ou même à des dignitaires qu'il voulait surveiller, qu'il voulait avoir à l'œil. Elles étaient donc mariées, offertes, redistribuées, et elles conservaient ou non des entrées au palais auprès de telle ou telle dame. D'autres demeuraient totalement abandonnées, délaissées quelque part. Un point notable aussi, c'est que lorsqu'un sultan mourait, traditionnellement, son successeur renvoyait aussi chez elle une partie des femmes de son père ou de son prédécesseur, si elle le souhaitait, lorsqu'elles étaient sans enfants, ou bien il les mariait, ce qui allégeait sa propre charge domestique. Certaines ne s'élevaient jamais au-dessus de la condition de simples servantes, d'autres faisaient carrière comme concubine royale, comme mère de prince ou encore comme intendante. Il en était de même pour les garçons, les jeunes adolescents. Certains pouvaient rester palefreniers ou que sais-je, d'autres devenaient caïds, ministres, comme pour le cas de l'Empire ottoman ou perse. C'est-à-dire que sur la base d'enrôlements qui étaient souvent brutaux, de réquisitions plus ou moins forcées, mais parfois libres et spontanées, une grande mobilité sociale interne était possible pour les hommes comme pour les femmes. Je le dis sans idéalisation, sans minorer le moins du monde les situations de contrainte et de violence. Et on peut comparer ces processus de manière transversale. On peut les comparer aux entrées dans les ordres, par exemple en Europe, pour les jeunes cadets ou pour des jeunes filles sans dot que leur famille pouvait forcer à entrer dans un couvent. Soit elles y végétaient, soit elles devenaient très puissantes et riches en certains cas. Les logiques de sang et de naissance étaient de toute façon moins rigides qu'en Europe, et parmi les élites politiques, parmi le personnel politique, on comptait beaucoup d'hommes et de femmes de conditions très, très modestes, d'origine sociale très modeste, indépendamment même de la question des esclaves. Ces dynamiques éventuellement ascendantes, et c'est un point très important, invitent donc à reconsidérer toute la question de la plasticité sociale plus générale et de l'aptitude circulatoire de ces sociétés. Ce qui dément le schème despotique. Dans les termes de la philosophie politique européenne, le despotisme, c'est quoi? C'est un monarque qui assèche les richesses de son royaume, qui draine au palais toutes les ressources, ce qui appauvrit l'ensemble du royaume et empêche tout développement, tout enrichissement. C'est la définition du despotisme oriental. Alors bien sûr, il y a eu de grands épisodes répressifs dans cette histoire du Maroc, des têtes fracassées, des pratiques d'extorsion. Les sujets pouvaient être pressurés par tel caïd ou gouverneur, mais le propre de ces sociétés, c'était aussi qu'elles valorisaient le commerce notamment et l'enrichissement personnel. Tout le monde au Maroc ou dans les sociétés islamiques pouvait pratiquer un commerce sans mépris social, sans perdre en dignité sociale, y compris les savants, y compris les juges. Ils pouvaient avoir une boutique, ils pouvaient acheter et vendre en se rendant à la Mecque, par exemple. L'enrichissement personnel n'était pas blâmable, ni au regard de l'éthique musulmane, ni au regard de l'éthique sociale. Et ça valait aussi pour les femmes. Et à cet égard, la question des femmes affleure de manière significative. En effet, les miroirs des princes, les ouvrages de conseil aux princes, répétaient constamment qu'un bon monarque devait assurer la sécurité des routes. Il devait lutter contre le brigandage, il devait permettre à ses sujets de pouvoir voyager en sécurité, sécurité de leur personne et sécurité de leurs biens, de leurs marchandises. Dès le Moyen-Âge, on retrouve dans des chroniques toute une série de déclinaisons de ce devoir, avec même une expression emblématique selon laquelle, sous le règne d'un bon sultan, une femme seule pouvait traverser le pays du nord au sud sans que personne ne lui demande rien.
Et cette formule, pour moi, elle illustre un envers absolu du harem. On ne dit pas que le bon sultan, c'est celui qui garantit à une femme d'être en sécurité chez elle, mais au contraire de pouvoir voyager seule sur les routes sans qu'on l'importune. Et ça ouvre une brèche considérable dans nos certitudes. Alors, examinons maintenant l'existence concrète de ces fameuses femmes des harems royaux lors des équipées royales. Ces expéditions pouvaient durer plusieurs mois, 2 ans en certains cas, et bien que privilégiées, ces femmes étaient alors soumises à des conditions de vie qui sont bien éloignées de ce que nous imaginons. Il y avait un engagement physique fort, je l'ai déjà dit, y compris les femmes qui voyageaient sur des palanquins, et il fallait pouvoir se tenir, les risques de basculer étaient fréquents. Sous la tente, le froid, l'humidité, la chaleur pouvaient se faire sentir. Les risques d'incendie étaient fréquents aussi. Sous des tentes en toile, il fallait supporter des levées parfois avant l'aube, voire des déplacements nocturnes, parce que souvent les femmes voyageaient en décalé par rapport à la colonne sultanienne, où elles voyageaient en avant. On pouvait leur demander d'accélérer le pas si elles allaient trop lentement. Et donc, quand les conditions de terrain étaient difficiles, il fallait aller à pied de toute façon. Et donc, physiquement, c'était tout à fait exigeant, et on était loin de l'image donc orientaliste que j'ai montrée au début de cette conférence. Et significativement, cette vie, sinon à la dure, au moins en extérieur, en plein air, elle a pu apparaître normale et banale aux observateurs européens, au moins jusqu'au XIXe siècle. Ils n'assignaient pas alors les femmes à un espace confiné, comme ça sera le cas donc au moment de l'orientalisme pictural. Regardez par exemple cette image du XVIe siècle, empruntée à une édition de Léon l'Africain. Ça représente donc un eunuque, et vous voyez que l'eunuque n'est pas du tout dans les corridors ou à la porte des appartements privés. Au contraire, il foule les rochers, il tient un rameau à la main. C'est une image d'ailleurs conforme à une réalité, puisque beaucoup d'eunuques, peut-être la majorité, n'étaient pas de simples gardiens des femmes, mais ils pouvaient être des émissaires du sultan, ils pouvaient être chef d'armée, chef d'un corps d'armée, ministre, ambassadeur. Donc cette représentation en plein air, elle fait pleinement sens. Regardons aussi cette image, cette gravure plus tardive du XVIIIe siècle, d'une dame de qualité, on le voit à ses vêtements, d'une dame de qualité qui est représentée également en plein air et non pas dans ses appartements, avec là aussi une fleur à la main et un paysage de campagne à l'arrière. J'ai parlé d'une population féminine escortant les armées ou les colonnes sultaniennes, quantité de troupes permanentes, mercenaires ou corps armés d'occasion se déplaçaient avec femmes et enfants. Dans ces périodes, on allait souvent faire la guerre en groupe, en famille, en tribus, et concrètement, sur les champs de bataille, des femmes des tribus combattantes étaient présentes. Elles pouvaient recharger les fusils de leurs époux, par exemple, ou elles allaient chercher les blessés. Et on voit cette présence féminine parmi les troupes sur cette gravure d'un illustrateur, d'un artiste flamand, Vermeyen, qui a accompagné les troupes de Charles Quint à Tunis en 1535. Donc ça concerne la régence de Tunis, enfin ce qui n'était pas encore la régence de Tunis, et non pas le Maroc, mais ce sont les mêmes réalités. Donc sur cette première image, vous voyez une femme qui porte un fusil, au visage découvert d'ailleurs pour les femmes. Un enfant est présent à sa gauche. Sur cette autre image, une scène de bataille, donc toujours en 1535, dans le coin gauche inférieur,
qu'on voit mieux ici, vous avez des femmes qui portent des jarres, des gargoulettes sur leur tête, qui vont abreuver donc les belligérants de leur camp, et elles ont l'air très paisibles, ne sont pas effrayées par les combats. Et même scénario sur cette image où vous voyez une femme qui verse tranquillement de l'eau d'une gargoulette, alors qu'un personnage à la tête coupée tient une tête coupée juste à côté d'elle. Donc c'est pas du tout l'image de la faible femme effrayée. Au contraire, on représente le caractère normal et naturel d'une présence féminine, sans surprise. Or, il en était de même dans des situations proprement politiques. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que parfois, au fil d'une chronique, le chroniqueur mentionne une femme chef de tribu, par exemple, sans commentaire particulier, comme si c'était normal. C'est rare, mais il ne marque alors aucune indignation, aucune surprise. Et même si officiellement les femmes n'étaient pas investies de titres de pouvoir, dans la pratique, à l'occasion, elles pouvaient faire fonction de gouverneurs, de caïds, de chefs de tribu. On trouve par exemple la shira, soit parce qu'un mari ou un frère faisait défaut, donc il fallait le remplacer, il fallait assurer une transition, soit parce que ponctuellement, elle s'était affirmée comme la plus capable. En tout cas, dès lors qu'il s'agissait de situations transitoires, les contemporains ne semblent pas avoir été scandalisés par ces exceptions féminines, et ils ne les saluaient pas non plus comme des accomplissements remarquables. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît important pour réfléchir à un hiatus entre ce passé et notre présent. La participation des femmes à la vie publique ne faisait pas scandale si elles étaient là pour assister des hommes, un fils, un époux, un père, jusqu'à le remplacer parfois. Donc il y avait une certaine notion de continuum. Et d'autre part, il y avait des situations qui étaient au-delà du genre, en quelque sorte. Et là aussi, on peut envisager un continuum. Je prends un exemple simple. Lorsqu'une ville, une tribu ou une simple famille donnait une de ses filles, comme on l'a vu, ou encore lorsqu'elle offrait une esclave au sultan, elle faisait acte d'allégeance, elle cherchait à se faire bien voir, mais c'était aussi un relais actif au palais qui se trouvait mis en place. L'important pour le groupe, c'était d'avoir quelqu'un qui parle pour lui. Homme ou femme, peu importait à la limite. Ces femmes, comme les hommes, n'étaient donc pas des objets sexuels, elles n'étaient pas des pions, elles devenaient, ou elles pouvaient devenir, des agents actifs au sein du dispositif curial, à la charnière de la relation gouvernant-gouverné. Et à cet égard, il y avait un rôle symétrique ou relativement indistinct, épicène, des hommes et des femmes dans cette articulation structurelle et mobile du monde sujet et de l'État. D'une certaine façon, on était au-delà du genre avec ce rôle dévolu indistinctement à des hommes ou à des femmes. Et là, je vais me tourner vers les organisateurs parce que ça fait, je pense, une petite heure que je parle. Donc, il est peut-être temps que je m'interrompe, sauf si vous souhaitez que je continue. Et qu'on prenne des questions. Qu'est-ce qui est le mieux? On peut passer aux questions avec plaisir. Bonsoir et merci infiniment. Moi, je voudrais poser 2 questions sur les eunuques. Comment ils devenaient eunuques? Pourquoi? Et qu'est-ce qui se passait pour eux? Ça m'intéresse beaucoup. Oui, c'est une question tout à fait importante que celle des eunuques, parce qu'ils ont un peu disparu de notre perspective aujourd'hui. Donc les eunuques, c'était un bien précieux. Tout le monde n'avait pas des eunuques, bien évidemment. C'était les esclaves les plus onéreux, les plus chers sur le marché. Et au Maroc, ils ont même tendu à devenir une sorte de privilège régalien.
Alors sur les origines des eunuques, elles varient selon les périodes. Ce qu'on a aussi oublié, c'est qu'il y a eu beaucoup d'eunuques blancs, d'eunuques européens d'origine. Il y a d'abord eu beaucoup de castrats qui étaient slaves dans les périodes médiévales, mais même dans les périodes modernes qui m'intéressent beaucoup, au XVIe siècle par exemple, encore au XVIIe siècle, on rencontre des eunuques français, anglais, à la cour du roi du Maroc. Et on trouvait l'équivalent aussi à la cour ottomane, par exemple, qui avait un grand groupe des eunuques blancs et un groupe des eunuques noirs. Et donc, ils n'étaient pas tous origines d'Afrique subsaharienne. Oui, vous voulez compléter la question? En fait, l'eunuque, il est émasculé. Donc, pourquoi? Est-ce que c'est lui qui le demandait? Est-ce qu'il postulait? Oui. Voilà, c'est ça. Comment ça se passait? J'en viens à cette question. Donc, pourquoi est-ce qu'ils étaient émasculés? On dit souvent, justement, c'est là le point, on dit souvent qu'ils étaient émasculés pour pouvoir garder les femmes, pour ne pas avoir de contact avec les femmes et qu'on soit sûr qu'il n'ait pas avec elles de relations sexuelles. Mais ces eunuques blancs que je viens d'évoquer n'étaient jamais des gardiens des femmes, n'approchaient jamais des femmes. Donc c'était une autre considération qui entrait en ligne de compte. Et je pense que la fonctionnalité, c'était qu'il n'ait pas de descendance et que de les priver de famille finalement, et donc qu'ils soient d'une loyauté absolue envers leur maître et patron. C'est la rationalité politique, disons, qui dominait. Et l'évolution a fait que les eunuques blancs ont disparu au XVIIIe siècle, que ce soit dans l'Empire ottoman ou au Maroc, et peu à peu, surtout au XIXe siècle, les fonctions des eunuques se sont resserrées autour de la garde des femmes, ce qui a rendu plus crédible l'idée que l'émasculation pouvait servir principalement à éviter toute relation sexuelle avec les femmes. Cela dit, il y avait quand même des relations amoureuses entre certains eunuques et les femmes, et au moins par compensation sociale, beaucoup d'eunuques de grand statut ont eu des harems eux-mêmes. Donc c'était pas une punition en fait. Il y a eu quelques castrations punitives et il y a eu aussi des phénomènes de castration volontaire de jeunes gens qui, voulant faire carrière et être plus proches du sultan pour l'accompagner à tout moment, y compris dans ses appartements privés, se sont fait castrer volontairement. Il y a un cas célèbre, par exemple, dans l'Empire ottoman, celui de Gazanfer. Bonsoir. Qu'est-ce qui a permis la naissance des harems dans le Maghreb ou en Chine et pas en Europe? C'est un point qu'on peut discuter de manière un petit peu paradoxale, parce que si on regarde les époques médiévales, par exemple, la question de la polygamie de Mahomet, la question de la polygamie musulmane faisait scandale pour l'Église, mais la polygynie de fait, c'est-à-dire le fait d'avoir plusieurs femmes ou plusieurs partenaires sexuels, y compris socialement reconnus, ça caractérisait aussi bien l'Europe que d'autres sociétés. Il était fréquent en Europe qu'un homme ait une épouse, et puis qu'il ait des enfants d'une servante, et puis qu'il ait une maîtresse en ville, et que à sa mort, il ait toute une série d'enfants légitimés. Donc ça, c'est aussi une forme de harem, d'une certaine façon, si on pousse un peu le paradoxe. Sur un plan anthropologique, en fait, c'est plutôt l'Europe qui est une exception. C'est-à-dire que la majorité des sociétés historiquement connues a pratiqué la polygamie. Il y a eu des grands harems royaux en Mésopotamie, en Océanie. Enfin, donc c'est plutôt là qu'il faut inverser notre regard, essayer de comprendre pourquoi ça a été si déterminant ensuite pour définir une sorte de supériorité européenne finalement.
Les Mormons ont encore des harems, hein, sont encore polygames aux États-Unis. Il y a une forme de tolérance par rapport à ça. Oui, vous avez projeté des gravures ou des photographies ou des citations qui venaient de l'étranger. Oui. C'est-à-dire témoignage de Monsieur Mouette qui était français, j'ai cru voir un Allemand, un Frau in Marocco, et j'ai cru voir un Britannique également. Que disent les chroniques locales? C'est-à-dire, bon, vous avez dit que la civilisation du Maghreb était aniconique, donc on n'a pas de gravure à ce moment-là, mais il y a des écrits. Donc, que disent les écrits locaux sur ce sujet? Par exemple, les chroniques, je suppose qu'il y en avait. Merci. Oui, bien sûr, c'est évident. J'ai travaillé aussi bien sur des chroniques ou de la documentation marocaine, de langue arabe ou d'autres pays que sur des documents occidentaux. Là, j'ai privilégié une approche par une source occidentale parce que j'ai suivi le fil de Germain Mouette, mais on aurait pu construire l'exposé à partir de chroniqueurs marocains. Et justement, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est que, et je ne m'y attendais pas à ce point, c'est que j'ai trouvé, au fil des années, j'ai trouvé finalement pas mal de mentions de femmes en lisant les chroniques pour investiguer sur de tout autres objets. Et en reprenant de manière systématique cette relecture des chroniques, je me suis rendu compte qu'il est beaucoup plus question de femmes dans ces textes écrits par des hommes pour des hommes qu'on ne le pense a priori. C'est-à-dire que nous, on a, en règle générale, on a intériorisé l'idée qu'il y a un tabou sur les femmes. Et en réalité, ces hommes, y compris les chroniqueurs, ils parlent aussi, par exemple, de leurs propres épouses ou de leurs compagnes. Ils parlent du chagrin qu'ils ont eu à la mort d'une petite fille. Et donc, il y a toute une série d'indices qu'on peut retrouver quand on y fait attention et qui enrichissent notre connaissance, finalement, quand on dépasse nos propres préjugés. Bonsoir. Et tout à l'heure, vous avez dit pour le mot harem, oui. Il y a deux hypothèses, mais que j'ai pas retenues. Il y a le sacré, l'autre, je sais pas. Oui, c'est-à-dire que toujours quand on parle de harem, il y a quelqu'un qui vous dit oui, c'est la racine harama, c'est hurm, c'est tout ce qui renvoie au sacré. En fait, concrètement, ça peut renvoyer aussi au privé. Mais surtout, moi, ce qui me pose problème, c'est que ce mot harem, justement dans les chroniques ou les annales de langue arabe, on l'emploie pas. Harim, si. Harim, récent, mais pas ancien. Et voilà. Ça veut dire l'épouse. Actuelle. Voilà. Huram, harim, c'est l'épouse. Donc quand on envoie une lettre d'invitation, par exemple, monsieur et harimi, sa femme. Voilà. Mais dans les textes du 9e siècle, 10e siècle, du Moyen-Âge, l'époque moderne, on ne parle pas de harim. On parle de Dar al-Huram, la maison des femmes, par exemple, mais on ne parle pas de harem au sens où nous l'entendons. Et voilà, donc c'est pour ça que ce terme, il faut aussi l'historiciser. Bonsoir, merci pour cet exposé. Je voulais, en vous écoutant, révéler en quelque sorte un harem tel qu'on ne l'avait jamais imaginé. Moi, j'ai pensé beaucoup, en fait, aux cours françaises, aux cours royales. Donc, je me suis dit, est-ce qu'effectivement, c'était pas la même chose? Écoutez, je vous remercie parce que c'est vraiment une des choses qui me tiennent à cœur, c'est-à-dire de sortir de l'a priori d'un monde culturellement spécifique où tout serait spécifique, justement. On a généralement un regard vertical, alors que si on a un regard plus transversal, justement, on voit des contemporanéités, on voit des fils continus, on voit des pratiques similaires, y compris pour le despotisme. Justement, le
le despotisme, c'était censé être un miroir de ce qui était en train de se passer au temps de Louis XIV, avec la montée de l'absolutisme. Et donc, avec ce type de comparaison, on évalue mieux et on arrive à dissiper des formes de préjugés. Et on voit effectivement, par exemple, Louis XIV, oui, je suis pas la seule à le dire, grand polygame. On voit effectivement des pratiques de gouvernement semblables, pas seulement de gouvernement des femmes, mais de gouvernement tout court. Et moi, je pense que c'est comme ça qu'on devrait pratiquer l'histoire, avec plus de hauteur et moins d'a priori anthropologique en quelque sorte. Bonsoir, merci pour votre conférence très intéressante. Je voulais savoir si dans le monde du Maghreb ou dans l'Empire ottoman ou dans l'Empire perse, il y a eu des femmes qui ont pu gouverner ou peut-être être régentes dans des périodes de transition de pouvoir. Oui, tout à fait, tout à fait. Ce sont des cas qui généralement attirent beaucoup l'attention dans une historiographie féministe ou dans une historiographie nationale féministe, et on comprend, c'est-à-dire que leur exemple prouve une capacité féminine au présent. C'est un peu le principe de qui peut le plus peut le moins, et donc il y a une forme d'héroïsation de ces femmes en règle générale. Maintenant, ça peut être un biais justement de trop braquer le projecteur sur elles, parce que ce que je trouve intéressant, moi, c'est les processus qui les amènent au pouvoir, et bien souvent c'est pas en forçant les choses qu'elles arrivent au pouvoir, c'est au contraire porté par leur propre groupe, et là ça me paraît plus intéressant de voir en quelque sorte une ascension politique légitime d'une femme. Ça me paraît plus parlant que de toujours imaginer l'héroïne qui va subvertir le patriarcat, creuser une brèche dans le harem, ce qui peut être vrai aussi, mais ça me paraît plus intéressant de voir quel processus global accompagne ces régences ou ces épisodes de pouvoir féminin. Merci pour la conférence. Est-ce qu'on peut faire un lien entre la civilisation grecque, la démocratie grecque de Aristote et Platon, où la femme de condition supérieure, donc la citoyenne, vivait dans la maison? Les disciples de Aristote, les péripatéticiennes et péripatéticiens, pour la plupart, ces femmes étaient des prostituées, mais elles étaient libres. Et en revanche, pour revenir à ce que vous disiez, la femme qui était protégée était néanmoins enfermée dans la maison. Est-ce qu'il y a un lien dans l'évolution, justement pour revenir au harem? Est-ce que ça découle de cette civilisation ou pas? Je ne sais pas si ça découle, mais en tout cas, il y a des parallèles à faire, et ces parallèles ont souvent été faits. Alors, je ne suis évidemment pas spécialiste de l'Antiquité grecque, mais j'ai regardé un petit peu ce qui concerne l'histoire récente des gynécées, et actuellement, il y a une remise en question de la question du modèle du gynécée, comme il y a une remise en question du modèle du harem, parce que je pense que c'est une historienne qui s'appelle Dominique L'Enfant, surtout, qui développe ce point, mais d'autres aussi. Elle pense que le gynécée a été conçu au 19e siècle, au 20e siècle, un peu sur le modèle du harem, justement. Il y a une contamination de modèles. Et donc, on peut remettre en question l'idée d'un monde des femmes respectables, un peu enfermées en Grèce ancienne. Et en revanche, ce qui est assez juste, c'est cette idée qu'il y aurait eu des femmes
aptes à passer leur soirée avec les hommes, notamment, s'adresser aux hommes sans réprobation sociale, étaillir ou quel que soit le nom qu'on leur donne. Il y avait l'équivalent de ces courtisanes, disons, savantes, dans le monde musulman, sauf qu'il y a toujours des exceptions et qu'on rencontre aussi beaucoup de femmes de haut parage, des femmes lettrées et qui ont aussi beaucoup échangé avec les hommes sans que personne n'y trouve rien à redire. Donc voilà, c'est une question en fait plus complexe qu'il n'y paraît. Bonsoir et merci pour la clarté de vos explications. Quand on dit que tout est politique, je voudrais connaître un petit peu ce qui pouvait se passer dans les harems, et en cela je pense à celui de Topkapı dans l'Empire ottoman. Et donc les luttes intestives avaient lieu entre les participantes des harems, et il y a eu des faits qui ont transformé la politique de l'Empire ottoman avec une espèce de décadence, quoi. Oui. Alors, l'Empire ottoman correspond à un modèle différent, partiellement différent de celui que je viens d'exposer, parce que il y a eu dans l'Empire ottoman une phase d'expansion et de conquête, où les princes étaient nommés gouverneurs des provinces et se constituaient des petites principautés avec leurs mères, leurs femmes, leurs harems, disons, en province. Et puis, lorsque l'expansion est arrivée à ses limites, en quelque sorte, il y a eu un grand processus de rapatriement dans la capitale et de sédentarisation. Et ça a conduit à ce que les historiographes ou les historiens du monde ottoman ont nommé l'âge des femmes, avec une concentration inédite donc de femmes dans le palais. Et c'est là qu'on a vu se constituer le motif donc du pouvoir des femmes, pouvoir des concubines, pouvoir des mères. Ça a donné lieu d'ailleurs à un feuilleton célèbre il y a quelques années qui a été traduit dans plein de langues. Ce jeu politique à huis clos. Bon, ça a amené à mettre l'accent sur la sédentarité. Est-ce que le pouvoir des femmes a réellement débouché sur une décadence? Là aussi, il y a une remise en cause de ce principe de déclin et de décadence par la recherche historique récente. C'est même dans l'Empire ottoman qu'on a commencé à remettre en question en premier le schéma du déclin du monde islamique, c'est-à-dire qu'on conteste maintenant qu'il y ait eu un déclin à l'époque moderne, y compris par des comparaisons avec d'autres empires ou d'autres sociétés. Donc il y aurait eu une historiographie misogyne qui a associé actorialité féminine, concentration de femmes et déclin. Bonsoir, merci pour toutes ces informations. Je me demandais, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Ou plus exactement, est-ce que ça a complètement disparu? Si oui, pourquoi? À quel moment? Et est-ce qu'il en reste quelque chose? Oui. Alors, le cas que j'ai étudié, c'est le cas du Maroc. Et j'ai eu du mal à décider quand est-ce qu'il fallait arrêter un petit peu le livre, quelle était la borne chronologique. Parce qu'en fait, le harem marocain, il a duré jusqu'au roi actuel, Mohamed VI. C'est lui qui a mis fin à l'institution du harem. Il a renvoyé le harem de son père. Mais Hassan II a eu encore un harem. Sauf que ces femmes royales n'avaient plus le même sens politique. Le processus que j'ai essayé de résumer de manière un peu rapide, ce processus en vertu duquel les différentes régions, les différentes villes, les différents groupes de sujets, les différents groupes politiques
tente d'avoir des femmes en place pour justement qu'elles jouent un rôle politique. Ce processus-là, il s'est délité déjà avec la colonisation française, enfin le protectorat français, qui est une forme de déprivation et de colonisation. Et puis, dans les années 30, il n'y a plus cette articulation avec le monde sujet. Donc c'est là que j'ai interrompu mon enquête. Après, si on est curieux juste de monarques aujourd'hui qui ont chez eux un ensemble de femmes pour le plaisir ou pour le prestige, oui, on en trouve. Chez le sultan de Brunei, on en trouve de temps en temps. Un des fils du sultan de Brunei a des frasques retentissantes. En Arabie Saoudite, il y a des cas. Enfin bon, donc on en trouve. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand elles ont un rôle politique. Et là, apparemment, c'est pas le cas. Merci beaucoup, Jocelyne Dakia. Merci à toutes et à tous.